C'était un après-midi brûlant à Ouagadougou, et l'air ondulait au-dessus des rues poussiéreuses de la ville. Le président Ibrahim Traoré était assis à l'arrière de sa voiture officielle modeste, conduite par un seul chauffeur, sans convoi extravagant en vue. Il venait de conclure une réunion politique dans la capitale, axée sur l'élargissement de l'accès à l'école pour les enfants des zones rurales. Mais malgré un emploi du temps chargé, Traoré tenait toujours à se déplacer de manière simple, sans sirène, sans faste. Il croyait que le leadership devait être un service, non un spectacle. Si vous croyez en la justice, en la foi, et en ces personnes qui changent le monde dans l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un leader sans luxe, sans scène, seulement du courage et une vision ardente pour l'Afrique. C'est un voyage bouleversant, plein de rebondissements, de révélations, et d'une vérité qui a ébranlé le monde. Cliquez sur j'aime, partagez la vérité, et abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun chapitre de cette révolution. Ensemble, faisons vivre l'esprit de la force africaine et de l'autonomie. Alors que la voiture s'immobilisait à un feu rouge congestionné, un observateur étranger d'une ONG nouvellement arrivé au Burkina Faso observait curieusement depuis un véhicule voisin. Il vit une enfant pieds nus s'approcher de la voiture présidentielle et murmura aussitôt « C'est dangereux. Quelqu'un ne devrait-il pas l'arrêter? Qui laisse des enfants courir ainsi entre les voitures ?» Il saisit son téléphone pour alerter les autorités locales, sans savoir que l'histoire était en train de s'écrire, silencieusement, sous ses yeux. Le danger dont il parlait, c'était Awa, une fillette frêle, aux yeux écarquillés, âgée tout au plus de 8 ans. Elle portait une robe rose déchirée et tenait un plateau en plastique fondu contenant des cacahuètes et des friandises. Son sourire timide vacilla tandis qu'elle s'approchait de la vitre, sa voix presque engloutie par le vrombissement des moteurs. « S'il vous plaît, monsieur, vous voulez acheter quelque chose ?» Les agents de sécurité du président s'apprêtaient instinctivement à la faire reculer, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, Traoré leva la main. « Laissez-la venir », dit-il calmement. Il baissa la vitre et la regarda droit dans les yeux. Il y avait dans le regard de la fillette quelque chose de saisissant, une lueur d'espoir, mais aussi une fatigue profonde, inhabituelle pour son âge. « Combien ?» demanda-t-il. « 50 francs, répondit-elle en tendant un sachet de cacahuètes. Il lui remit bien plus que cela. De quoi nourrir sa famille pendant plusieurs jours. Mais avant qu'elle ne puisse le remercier, il fit signe à son chauffeur. « Tourne à la prochaine rue. Emmène-la avec nous. » Les gardes, pris de court, hésitèrent. Mais lorsqu'Ibrahim Traoré parlait avec une telle fermeté, personne ne le remettait en question. Lorsque la voiture quitta la route principale, Awa fut doucement aidée à monter à bord. Elle serrait son plateau contre elle, incertaine de savoir si elle était en difficulté ou en train de rêver. « N'aie pas peur, » dit Traoré en se penchant vers elle, d'une voix douce et chaleureuse. « Je veux juste te parler. » Elle le regarda, incertaine de savoir quoi répondre, mais il émanait de sa présence quelque chose de désarmant. Elle s'assit au bord du siège, tremblante, son plateau toujours serré contre elle comme un bouclier. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Awa, murmura-t-elle, les yeux baissés. « C'est un très joli prénom, répondit-il en souriant. « Quel âge as-tu » 8 ans, souffla-t-elle. Il hocha la tête. « Tu vends ça tous les jours » Elle leva les yeux, hésitante, puis répondit avec sincérité. « Oui, monsieur. Ma mère est malade. Je l'aide en vendant dans la rue. » Traoré sentit sa gorge se serrer. Il avait déjà rencontré des enfants comme elle, mais l'entendre directement, le voir d'aussi près, le touchait plus profondément. C'était le visage de la lutte d'un pays, porté par un enfant. « Tu aimes aller à l'école, Awa » demanda-t-il doucement. Ses yeux s'illuminèrent un instant. « J'aimais beaucoup, monsieur. Mais je ne peux plus y aller. Ma mère a besoin de moi. » Et voilà, ce choix cruel entre la survie et l'éducation. Entre la fin d'aujourd'hui et l'espoir de demain. Traoré savait que derrière chaque enfant comme Awa se cachait un système défaillant. Mais c'était aussi la raison pour laquelle il s'était lancé en politique. Pour changer ce système, non pas avec de la pitié, mais avec des politiques concrètes. « Tu mérites mieux que ça, dit-il. Tu mérites de jouer, d'apprendre,
de rêver. Elle le fixa, troublée. Pourquoi vous dites ça? Parce que tu comptes, Awa. Chaque enfant du Burkina Faso compte. Plus tard dans la soirée, de retour au palais présidentiel, Traoré se tint devant son équipe de conseillers. « J'ai rencontré une fille aujourd'hui, » dit-il en levant un petit sachet de cacahuètes. « Elle s'appelle Awa. Elle vend ça au lieu d'aller à l'école. Cela ne peut plus continuer. » Ce qui suivit fut rapide et audacieux. Une initiative nationale ancrée dans l'autonomie africaine. Sans attendre des aides extérieures ou des donateurs lents, Traoré dirigea les fonds de l'État vers un nouveau programme. Son but, réintégrer les enfants déscolarisés en offrant repas gratuits, transport et allocations familiales, financés non pas par des aides étrangères, mais par la nouvelle monnaie africaine issue de réformes fiscales et d'industries locales gérées de manière souveraine. Le Burkina Faso se relèvera par ses propres mains, déclara-t-il. Grâce à l'unité africaine, nous n'allons pas seulement élever nos enfants, nous allons redéfinir ce que signifie être une nation africaine moderne. Il ne se contentait pas de parler, il agissait. La semaine suivante, Traoré retourna dans le quartier d'Awa, parcourant les ruelles étroites aux côtés d'assistants sociaux, vêtu non pas d'un costume, mais d'une simple chemise en coton. Chez elle, il rencontra sa mère, Fatou frêle, en larmes, bouleversée. « Nous sommes là pour vous, » dit-il. Pas comme un geste, comme une promesse. Il tendit à Awa un uniforme scolaire et un sac à dos rempli de livres. « C'est pour ton retour à l'école. Tout ce que je te demande, c'est d'étudier avec ardeur et de poursuivre tes rêves. » Et elle le fit. En quelques mois, Awa devint l'une des meilleures élèves de sa classe. Son professeur de mathématiques envoya une lettre au palais. « Cet enfant est un phare. Elle incarne ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous croyons en nous-mêmes. » Assis dans son bureau un soir tardif, Traoré relut cette lettre, les yeux fixés sur les lumières lointaines de Ouagadougou. C'était cela, la révolution qu'il avait rêvée. Non pas par les armes, non pas par la charité, mais par l'espoir, les politiques publiques et la force irrésistible des enfants africains à qui l'on donne une chance. Et il sut alors, tant qu'Awa continuerait de rêver, il continuerait de se battre. Le président Ibrahim Traoré resta en silence, pensif, tandis que les mots d'Awa résonnaient encore dans l'air. Sa voix, petite mais sincère, était un miroir reflétant le fardeau invisible porté par des milliers d'enfants à travers le Burkina Faso. Il posa doucement une main rassurante sur son épaule. « Awa, » dit-il avec tendresse, « tu mérites d'être une enfant. Tu mérites de jouer, d'apprendre et de rêver. » Elle le regarda, incertaine de croire qu'une telle bonté puisse exister. « Je te promets, » poursuivit-il, « que je ferai tout ce que je peux pour que tu retournes à l'école. » Les yeux d'Awa s'agrandirent de stupeur. Jamais personne ne lui avait dit de telles choses. L'idée de retourner à l'école ressemblait à un rêve. Et pourtant, quelque chose dans la voix de Traoré, ferme mais paternelle, laissait croire que, peut-être, cette promesse pourrait devenir réalité. « Pourquoi, monsieur ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Traoré esquissa un sourire discret et réfléchi. « Parce que tu comptes, Awa. Chaque enfant dans ce pays compte. Et parce que je crois que des enfants comme toi façonneront l'avenir du Burkina Faso. » Awa baissa la tête, submergée. Elle ne trouvait pas les mots, mais son silence en disait long. Son cœur, autrefois alourdi par le fardeau, battait désormais d'un espoir inattendu. Avant qu'elle ne parte, Traoré ouvrit la console centrale de la voiture et lui tendit un petit carnet ainsi qu'une boîte de crayons de couleur. « C'est ici que tu commences à écrire tes rêves, » lui dit-il doucement. « Et ensemble, nous les rendrons réels. » Elle accepta les cadeaux d'une main tremblante, un sourire aux larmes accrochées aux lèvres. Lorsqu'elle descendit de la voiture, les passants s'arrêtèrent, observant avec curiosité le président de leur nation s'agenouiller devant une enfant pieds nus, n'ayant pour tout bien que quelques cacahuètes et une étincelle dans le regard. Certains applaudirent, d'autres chuchotèrent, mais la plupart restèrent figés, stupéfaits par l'humilité et le cœur de ce dirigeant qu'ils croyaient pourtant connaître. De retour au palais, Ibrahim Traoré ne parvenait pas à chasser de son esprit l'histoire d'Awa. Ce n'était pas seulement elle, c'était toute une génération abandonnée par un système défaillant. Les mots ne suffiraient pas. Les promesses devaient être suivies de politique.
L'action devait naître de l'urgence. Il convoqua, dès cette même nuit, ses conseillers les plus proches et des experts en protection sociale. « J'ai rencontré une fillette aujourd'hui. Commença-t-il, sa voix lourde de responsabilité. Elle a 8 ans. Elle s'appelle Awa. Elle vend des cacahuètes au lieu d'aller à l'école. Sa mère est malade. Et cette histoire, c'est celle de trop d'enfants dans notre pays. » Chaque conseiller écouta avec attention tandis que Traoré relatait leur échange et le choc émotionnel qu'il avait ressenti. « Je veux des données, ordonna-t-il. Combien d'enfants sont déscolarisés? Pourquoi? Et que peut-on faire immédiatement pour changer cela? » Son équipe se mit au travail. En quelques jours, elle découvrit ce que Traoré craignait. Des dizaines de milliers d'enfants comme Awa, contraints d'abandonner les livres pour affronter les dures lois de la survie. Les causes n'étaient pas un mystère. Pauvreté générationnelle, infrastructures défaillantes et systèmes sociaux trop fragiles pour soutenir les familles. Mais Traoré ne voulait pas d'excuses. Il rejetait la carité. Il rejetait la dépendance. Il croyait en la construction de ce qu'il appelait le nouveau modèle africain, un modèle fondé sur l'unité africaine et l'autonomie. Fini d'attendre l'autorisation de l'Occident, déclara-t-il lors d'un conseil des ministres. Fini de dépendre des miettes de l'aide étrangère. Nous allons financer cela nous-mêmes avec la nouvelle monnaie africaine. Avec notre peuple, notre innovation, notre réforme. Et il était sérieux. En mobilisant les recettes nationales issues de nouveaux accords commerciaux restructurés et de politiques fiscales justes, conçues pour récupérer la richesse africaine au profit des Africains, Traoré lança le projet Awa. Ce fut une initiative nationale d'envergure, offrant à chaque enfant déscolarisé un accès gratuit à l'éducation, au repas, au transport et au soutien psychologique. Mais cela n'en resta pas là. Le gouvernement de Traoré accorda également de petites allocations en espèces aux familles les plus vulnérables, un encouragement pour maintenir les enfants à l'école et les éloigner du travail de rue. Les fonds venaient de l'intérieur, non des banques étrangères, mais de ressources nationales réaffectées, gérées avec une transparence stricte. Et lui, il ne resta pas derrière un bureau. Traoré parcourait le Burkina Faso, parfois sans prévenir, pour constater lui-même les conditions dans lesquelles vivait son peuple. Dans un village écrasé par le soleil, il rencontra une femme âgée nommée Fatou, qui partageait une unique pièce avec sa fille et ses 3 petits-enfants. « Ma petite fille vend de la nourriture dans la rue, » murmura Fatou. « Elle veut aller à l'école. Mais nous n'avons pas le choix. » La douleur dans sa voix résonnait dans de nombreux foyers à travers le pays. Et pourtant, partout où Traoré passait, il ne venait pas avec des discours. Il venait avec des solutions. Salles de classe mobiles, eau potable, paniers alimentaires, uniformes, programmes de formation pour enseignants, le tout guidé par un principe fondamental. L'Afrique doit guérir l'Afrique. Ce n'était pas qu'une réforme. C'était une révolution silencieuse, bienveillante, bâtie sur la conviction que personne ne sauverait le Burkina Faso, si ce n'était son propre peuple. Et le peuple suivit. Les chefs religieux, les enseignants, les petits commerçants, chacun trouva sa place. Les programmes extrascolaires fleurirent. Des stages furent ouverts pour les jeunes. Des enseignants se portèrent volontaires pour faire des heures supplémentaires. Une nation autrefois fracturée par le doute commença à se relever, unie. Sous la bannière de l'unité africaine, Traoré n'avait pas simplement sorti une fillette de la rue, il avait redonné espoir à tout un pays. Awa n'était plus une marchande. Elle était désormais une élève, une citoyenne, un symbole. Et Ibrahim Traoré, il n'était plus seulement président. Il était l'architecte d'un avenir rêvé avec de l'encre africaine, écrit par des mains africaines, financé par la nouvelle monnaie africaine. Un avenir où aucun enfant n'est oublié, point un avenir qui avait déjà commencé. La voix de la vieille femme était fragile, à peine audible sous le grincement du toit en tôle de la petite maison. Elle s'appelait Fatou, âgée, malade, visiblement épuisée par le poids de la survie. « Ma petite fille, elle vend de la nourriture dans la rue, » chuchota-t-elle. « C'est la seule façon dont on peut manger. » Le président Ibrahim Traoré resta silencieux, le cœur serré devant ce qu'il voyait. 5 personnes partageaient une pièce étroite en briques de terre. Un matelas mince reposait dans un coin. Une ampoule unique clignotait faiblement au plafond.
Les mots entendus plus tôt, « nous n'avons pas d'autre choix », lui transpercèrent l'âme plus profondément que n'importe quel discours. Il avait déjà vu la misère, mais ceci, c'était autre chose. Ce n'était pas de la paresse. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était la réalité, celle des systèmes brisés et des choix impossibles. Critiquer ces familles à distance était aisé. Mais vivre leur dilemme, c'était une toute autre vérité. De retour dans la capitale, les données affluaient déjà. Mais désormais, elles avaient un visage, Hawa, et Fatou, et les milliers d'autres comme elles. Encore plus alarmants étaient les rapports décrivant ce que subissaient les enfants des rues. Beaucoup avaient été exploités, certains physiquement abusés, d'autres entraînés dans le trafic de drogue ou des petits vols. Ces enfants n'étaient pas seulement déscolarisés, ils étaient en danger. Traoré ne pouvait plus se permettre d'attendre. Il appela à une réponse nationale immédiate. « Nous ne pouvons pas tout réparer du jour au lendemain, dit-il à son cabinet, mais nous pouvons commencer par sauver ces enfants dès aujourd'hui. » Il ordonna à ses ministres de rédiger un plan d'urgence pour apporter un soulagement immédiat aux foyers vulnérables, des familles comme celle d'Hawa et de Fatou, tout en construisant un cadre de changement durable. En quelques jours, une cellule de crise lança de nouvelles initiatives. Des paniers alimentaires furent distribués dans les quartiers les plus pauvres. Des cliniques médicales gratuites ouvrirent leurs portes pour les parents comme Fatou. Des refuges temporaires furent mis en place pour protéger les enfants des rues. Ce n'étaient pas des aumônes. C'étaient des bouées de sauvetage. C'était l'incarnation de la vision plus large de Traoré, l'autonomie africaine, des solutions portées par des Africains, pour les Africains. Mais il savait qu'un véritable changement nécessiterait aussi des partenariats. Il tendit la main à des organisations internationales, des ONG et des institutions régionales africaines. Le message de Traoré était clair. Nous ne demandons pas de la pitié. Nous demandons une collaboration, un nouveau modèle d'unité africaine. Construisons ensemble. La réponse fut immédiate. Des groupes internationaux promirent des ressources, mais ce qui étonna le plus, ce fut de voir le Burkina Faso mener l'initiative. Des entreprises locales offrirent leur soutien. Des agriculteurs firent don de nourriture. Des églises ouvrirent leurs portes. La société civile n'attendit pas qu'on lui demande, elle tendit spontanément la main dans un élan de solidarité nationale. Mais même alors que les journaux saluaient les nouveaux programmes, les pensées de Traoré restaient fixées sur un lieu. Le coin d'un carrefour où une petite fille avec un plateau de cacahuètes avait tout changé. Quelques jours seulement après ce moment, il retourna dans le quartier d'Hawa, cette fois, pas seul. Il était accompagné d'une équipe d'assistants sociaux, de bénévoles et de fonctionnaires. Leurs bras étaient chargés, paniers de nourriture, kits d'hygiène, fournitures scolaires. Devant la maison d'Hawa, sa mère Fatou était assise sur le seuil, encore faible, mais éveillée. Lorsqu'elle vit le président franchir le portail, ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle, les yeux embués de larmes. « Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme vous viendrait ici. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit doucement Traoré, en s'agenouillant à ses côtés. « Nous sommes là pour vous aider. Vous et Hawa méritez mieux. » Dans un coin de la pièce, Hawa était assise en silence, griffonnant dans le carnet que Traoré lui avait offert quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle le vit entrer, ses yeux s'illuminèrent. Elle se leva timidement, sa silhouette frêle portant encore cet éclat d'âme qui avait touché tout un pays. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en souriant, lui tendant un nouvel uniforme scolaire et un sac rempli de fournitures. « C'est pour ton retour à l'école. » Hawa serra les objets contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Sa mère pleura aussi, mais cette fois, c'était de gratitude. C'était la première fois depuis des années que l'avenir paraissait plus lumineux que le présent. Mais Traoré n'en avait pas fini. Il expliqua qu'Hawa ferait partie des premières bénéficiaires d'un nouveau programme gouvernemental conçu spécialement pour les enfants déscolarisés. Financé par des ressources nationales et la nouvelle monnaie africaine, ce programme offrait bien plus qu'une éducation gratuite. Il garantissait le transport, les repas quotidiens et un accompagnement psychologique pour les enfants confrontés à des difficultés émotionnelles ou développementales.
Traoré savait cependant que l'éducation seule ne suffirait pas à maintenir les enfants à l'école si leur famille restait prisonnière de la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement lança aussi une initiative de transfert monétaire mensuel à destination des tuteurs qui s'engageaient à maintenir leurs enfants inscrits. Le message était clair. Si vous choisissez l'école, la nation vous choisit en retour. Traoré regarda une dernière fois Awa. « Il n'y a qu'une seule chose que je te demande, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Promets-moi d'étudier sérieusement et de... » Iner venait de naître, pas seulement pour Awa, mais pour toute une génération. Une révolution bâtie non par le bruit ou les manifestations, mais par des livres, des repas et des rêves. Une révolution portée par l'unité, ancrée dans la dignité et alimentée par les mains de l'Afrique elle-même. Pour faire en sorte que les familles comme celle d'Awa n'aient plus jamais à dépendre du travail de leurs enfants, le gouvernement étendit son programme de transfert d'argent. De petites allocations mensuelles furent versées aux foyers qui gardaient leurs enfants à l'école. La logique était simple. Si vous protégez l'éducation de votre enfant, la nation vous soutiendra. Tu n'as qu'une chose à faire, répéta le président Traoré en se baissant à nouveau à son niveau. Promets-moi que tu étudieras dur et que tu suivras tes rêves. Je vous le promets, monsieur, répondit-elle, le visage rayonnant de détermination. Les mois passèrent, et Awa retourna à l'école. Sa transformation fut tout simplement extraordinaire. Elle devint rapidement l'une des meilleures élèves de sa classe, excellant en mathématiques et en dessin. Ses cahiers, autrefois remplis de croquis de carrefour et de plateaux de cacahuètes, regorgeaient désormais d'expressions vibrantes d'un esprit en pleine éclosion. Ses professeurs le remarquèrent. Un jour, une lettre manuscrite arriva au palais présidentiel. Elle venait de l'enseignante d'Awa. « Awa est une source d'inspiration pour nous tous », écrivait-elle. « Elle prouve que, lorsque nous offrons aux enfants la chance d'apprendre, ils peuvent surprendre le monde. » Ibrahim Traoré était assis dans son bureau, tard dans la nuit. Les lumières de Ouagadougou scintillaient au loin, témoin silencieux de ses pensées. Dans sa main, une lettre. Il la lut 2 fois, puis encore une fois. Un sourire discret se dessina sur son visage. C'était pour cela qu'il s'était engagé en politique. Pas pour les titres, pas pour les applaudissements, mais pour des enfants comme Awa. Il le savait, le combat était loin d'être terminé. Oui, les nouvelles initiatives gouvernementales avaient aidé des milliers d'enfants à travers le pays. Mais les racines du travail des enfants, la pauvreté, la maladie, les écoles sous-financées étaient encore profondément ancrées dans le sol de la nation. La réforme structurelle prendrait des années. Elle exigerait de l'engagement et de l'unité. Alors, Traoré prépara une adresse nationale. Le soir de la diffusion, les familles du Burkina Faso se rassemblèrent autour des radios et des téléviseurs. Sa voix résonna dans les villes et les villages, des appartements modernes aux maisons de terre et de paille. Frères et sœurs du Burkina Faso, commença-t-il, nos enfants sont notre avenir. Nous ne pouvons pas permettre à la pauvreté de voler leurs rêves. L'histoire d'Awa n'est pas unique, c'est celle de milliers d'enfants. Il marqua une pause, puis déclara. Aujourd'hui, je renouvelle mon serment. Aucun enfant ne doit être dans la rue alors qu'il devrait être à l'école. Et aucune famille ne devrait jamais avoir à choisir entre des médicaments et l'éducation. La nation répondit par une vague de soutien retentissante. Des groupes de la société civile organisèrent des centres d'apprentissage communautaires. Des églises et des mosquées ouvrirent leurs portes pour des cours de soutien scolaire. Des entreprises locales offrirent des stages à des adolescents en quête d'un avenir. Des enseignants se portèrent volontaires pour donner des heures supplémentaires aux élèves en difficulté. Dans chaque province, le pays se mobilisa, uni non par la peur, mais par l'espoir. Dans les mois qui suivirent, l'administration Traoré alla encore plus loin. Les écoles rurales reçurent davantage de financement. De nouveaux enseignants furent recrutés et formés. Des cliniques mobiles commencèrent à desservir les villages les plus isolés. Des partenariats furent établis avec des donateurs internationaux, non pour alimenter la dépendance, mais pour bâtir une solidarité afin de construire des salles de classe, fournir du matériel scolaire et soutenir une vision de progrès portée par les Africains eux-mêmes. Mais tous ne croyaient pas en ce rêve. Certains critiques accusaient Traoré d'aller trop loin, trop vite. D'autres murmuraient des craintes de corruption,
se demandant si l'argent atteindrait vraiment ceux qui en avaient besoin. Traoré ne répondit pas par des discours, mais par la transparence. Par un après-midi poussiéreux à Ouagadougou, au Burkina Faso, la circulation s'était figée sous un soleil implacable. Un convoi de véhicules ralentit à un feu rouge. Dans l'une des voitures de tête se trouvait un homme vêtu simplement d'un habit traditionnel. Aucun garde visible, aucun insigne officiel. Dans le véhicule juste derrière, un consultant étranger d'une agence internationale de développement observait la scène. Il vit une fillette pieds nus s'approcher de la voiture, tendant un plateau fendu rempli de cacahuètes. Le consultant haussa un sourcil et ricana, se tournant vers son assistant local. « Ce n'est pas illégal, ça ?» marmonna-t-il. « Cet homme est probablement en train de gêner une vendeuse enfantine. On devrait signaler ça ?» C'était, en réalité, tout le contraire. L'homme dans la voiture n'était autre que le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Et ce que l'étranger prit pour de l'ingérence était en fait le début d'une transformation pour une enfant, et bientôt pour toute une nation. Ce moment de jugement erroné est une leçon en soi. Combien de fois confondons-nous l'humilité avec la faiblesse, la compassion avec l'inconvenance? Combien de fois le monde passe-t-il à côté de ceux qui dirigent sans tapage, tout simplement parce qu'ils ne cherchent ni la lumière ni les titres? Ce qui suivit dévoila la profondeur de la vision de Traoré. Non pas simplement en tant que politicien, mais comme symbole de l'unité africaine et de l'autodétermination. La fillette s'appelait Awa. Elle n'avait pas plus de 8 ans. Elle vendait des cacahuètes dans la rue pour aider sa mère malade. Lorsqu'il lui demanda combien coûtait le sachet, elle répondit « 50 francs ». Il lui donna bien plus, mais ce qu'il offrit ensuite n'avait pas de prix. Il l'invita à monter dans sa voiture. Pas pour intimider, pas pour interroger, mais pour écouter. Dans un monde où les dirigeants parlent plus qu'ils n'écoutent, ce fut le premier rebondissement de l'histoire. Il apprit qu'Awa aimait l'école, mais qu'elle avait dû abandonner ses études lorsque sa mère était tombée malade. Elle travaillait pour survivre, sacrifiant son enfance et ses rêves. Beaucoup, dans sa situation, restent invisibles, réduits à des chiffres froids dans des rapports oubliés. Mais Traoré la vit, et il lui fit une promesse, « Tu retourneras à l'école. Je te le promets. » Ce récit, né d'un malentendu, se transforma en histoire d'espoir. Mais la leçon ne s'arrêta pas là. De retour au palais présidentiel, Traoré refusa de laisser cette rencontre devenir une simple opportunité de communication. Il convoqua une réunion d'urgence. « Il y a des milliers d'Awa dans ce pays, déclara-t-il, et nous sommes en train de les abandonner. » Sa réponse ne fut pas une charité. C'était une politique. Et elle venait d'une pensée profondément ancrée dans une nouvelle vision africaine. L'Afrique, par et pour les Africains. Trop souvent, les nations africaines ont été priées attendre l'aide, l'approbation, l'investissement. Mais l'approche d'Ibrahim Traoré était différente. Il croyait au pouvoir de la nouvelle monnaie africaine. Une richesse générée, gérée et redistribuée par une fiscalité équitable, des échanges commerciaux restructurés et une innovation locale, sans dépendance étrangère. Il lança un programme national de soutien à l'enfance, avec des allocations versées aux familles qui maintenaient leurs enfants à l'école. Il mit en place des repas scolaires gratuits, le transport et un accompagnement psychologique. Des cliniques mobiles furent déployées pour soigner les parents malades, afin que les enfants n'aient plus à quitter les salles de classe pour devenir aidants. Dans les villages, des écoles mobiles et des refuges virent le jour. Et surtout, il impliqua la nation entière. Des enseignants se portèrent volontaires pour aider les élèves en difficulté. Des entreprises locales créèrent des programmes d'apprentissage. La société civile, les chefs religieux et les associations de jeunes se rallièrent autour d'un but commun, l'unité africaine en action. L'histoire d'Awa devint un mouvement. Elle n'était plus simplement une fille avec un plateau de cacahuètes, elle était le visage d'une réforme, une enfant dont le rêve avait inspiré un changement structurel.